Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif à partir de 2 € par mois. Vous pouvez aussi faire un don unique avec PayPal. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Aujourd'hui, on continue sur le thème de l'été. Bonne écoute! Je voulais vous parler aussi un petit peu de la nourriture, même si ça n'a pas de rapport en soi vraiment avec l'été, mais c'est une question que je reçois souvent et ça fait partie des conseils que je vous donne le plus souvent aussi. Vous me demandez comment essayer de ne pas trop dépenser en Norvège, et c'est vrai que justement un des budgets qui est très souvent le plus important, c'est le budget nourriture. Pourquoi ? Tout simplement parce que manger à l'extérieur en Norvège, ça coûte très cher. Si vous êtes déjà venu un week-end à Oslo, à Bergen ou n'importe où ailleurs, vous avez remarqué que tout coûte très cher et que ça va très vite si on mange dehors. Parce qu'au restaurant, on peut trouver des plats très bons et copieux et pour pas trop cher, mais pour pas trop cher par rapport au prix du coût de la vie en Norvège. C'est-à-dire que si vous prenez une grosse salade composée, par exemple, vous pouvez en avoir pour entre 20 et 30 €. Et les plats en général de viande ou les plats chauds, pas forcément traditionnels, mais les plats avec de la viande ou du poisson, c'est quand même assez rare de trouver quelque chose en dessous de 250, 300 couronnes. C'est plutôt autour de 300, 350 couronnes. Donc, sachant que les boissons sont aussi très chères, pas forcément que l'alcool, il faut compter entre 10 et 20 € pour un verre de vin. Les bières sont entre 10 et 15 €. Le verre de vin est à 10-15 € aussi, sachant que dans ces prix-là, c'est plutôt le vin un peu dégueu de table, le first price, le vin en cubi, pas terrible. Et sachant qu'ils servent aussi de très petites quantités. Une petite astuce, alors ça c'est vraiment, ça fait vraiment crevard, mais, mais une astuce, si vous prenez du rosé ou du blanc, je sais pas vous, mais moi j'aime bien quand c'est vraiment très frais. Et si vous le demandez avec des glaçons, ils vont vous mettre les glaçons en premier dans le verre et ils vont vous amener le verre avec vraiment très très peu d'alcool dedans, parce qu'avec le niveau des glaçons, ça va faire un niveau d'alcool vraiment très très faible. Donc c'est pas du tout pour faire la crevarde, mais honnêtement, au prix du verre, c'est vrai que moi je demande jamais avec les glaçons, j'attends de me faire servir et je demande des glaçons après. Parce que très honnêtement, ça m'est arrivé plusieurs fois à Oslo d'aller dans un restaurant un peu... c'était même pas dans un restaurant, c'était dans un bar un peu chicos. Et je crois que j'avais pris un verre de vin qui coûtait presque 200 couronnes. Et honnêtement, on m'avait servi dans le verre, mais... je sais pas, 3 cm de vin. Enfin, j'ai envie de dire au gars, vas-y, sers quoi. Enfin... ça, je le payerais 5 balles, je dis pas, mais là, je vais payer 17 € mon verre et il n'y a rien dedans, quoi. Donc, le petit coup des glaçons, faites attention. Attendez de vous faire servir, demandez les glaçons à part et ajoutez vos glaçons dans le verre. C'est vraiment... j'ai presque honte de raconter ça, mais bon, c'est vrai que par rapport au prix de l'alcool, quand même, je pense que c'est un bon conseil quand même. Donc voilà, le vin est très cher, les bières sont dans les 10 € aussi, entre 10 et 15 €. Les sodas sont chers aussi, si vous prenez un jus ou un soda, un coca, etc. C'est autour de 10 € en général, entre 7 et 10-12 €. Donc le cumul de tout ça, les cafés sont chers aussi, donc si vous faites le cumul d'un plat un peu cher, un verre de vin et un café, c'est vite autour de 40 € par personne.
pour un repas tout à fait standard. On ne parle pas de grande gastronomie ni de plats traditionnels. On parle d'un steak frites ou une salade César avec un verre de vin et un café. Donc c'est sûr que si vous venez sur une grande période et que vous devez manger midi et soir dehors, plus si vous êtes, ça fait partie des conseils que je vous ai donnés, il me semble, dans le podcast sur l'hiver. Mais si vous êtes à l'hôtel, dans la plupart des hôtels, le petit-déj n'est pas inclus dans les réservations, il faut le payer en plus. Ça dépend des hôtels, faut vérifier, mais il y en a quand même beaucoup dans lesquels c'est pas inclus. Et c'est des gros buffets, c'est très bon, mais c'est quand même assez cher. En général, c'est dans les 150 couronnes par personne pour accéder au petit-déj. Et les buffets, en général, le soir, c'est entre 200 et 250 couronnes aussi. Donc, du coup, si vous devez rajouter le prix du petit-déj à l'hôtel, plus manger dehors midi et soir, c'est très très vite un gros budget. Moi, j'ai cramé mon budget de première vacances en Norvège à cause de ça. Donc faites attention à ça, et ça recoupe aussi un autre conseil du coup que j'avais donné, c'était de plutôt vous orienter vers du Airbnb. Là vous allez avoir une cuisine ou un coin cuisine, en tout cas de quoi vous faire à manger. Et si vous vous faites à manger vous-même, c'est forcément moins cher, même si ça reste plus cher qu'en France, parce que les produits sont chers. Donc même aller faire des petites courses, j'ai eu plusieurs fois la réflexion de gens qui étaient surpris, qui étaient allés faire vraiment des toutes petites courses pour acheter par exemple juste de quoi faire des sandwichs, et en achetant juste du pain, du jambon, du fromage, je sais pas, un peu de salade et du papier d'aluminium, ils en avaient pour 35 € quoi. Donc c'est vrai que ça va vite, mais en tout cas par rapport au fait de manger dehors, l'astuce c'est quand même mieux de se faire à manger soi-même. L'astuce aussi d'essayer d'éviter d'acheter des boissons dehors, donc emmenez votre gourde comme je l'ai dit précédemment, et emmenez votre eau avec vous partout. Comme le café est assez cher, c'est de prendre votre thermos, parce que vous avez quand même pas mal d'endroits où vous pouvez vous faire du café. Donc si vous êtes en Airbnb, vous pouvez soit utiliser la cafetière sur place, ou s'il y a une petite bouilloire, vous faire du café instantané, même si c'est pas terrible. Mais c'est vrai que les cafés, c'est aussi un petit détail, mais dans les bars-restaurants, un café, c'est entre 25 et 40 couronnes. Donc encore une fois, si vous êtes une famille, 2 adultes, 2 enfants, que les 2 adultes prennent un café, les 2 enfants prennent un chocolat chaud, 5, 10, 15, 20, on en a vite pour 20 ou 30 €. Donc si vous faites ça plusieurs fois par jour, c'est un gros budget pour pas grand chose en fait. Donc c'est toutes ces petites dépenses-là qu'il faut essayer de contrôler. Donc c'est pour ça que je vous redonne ces conseils plusieurs fois. Je sais que je l'ai déjà dit plein de fois dans plusieurs épisodes, mais peut-être il y a des nouveaux auditeurs qui écoutent cet épisode et qui n'ont pas écouté les anciens. Si vous êtes sur Oslo ou dans les grandes villes et que vous cherchez des endroits pour manger traditionnels, je vous recommande de regarder sur TripAdvisor. Et si vous venez à Oslo, j'ai fait un e-book dans lequel je vous donne plein d'infos sur comment vous déplacer à Oslo. Il y a tous les liens actifs pour aller acheter les cartes de transport, avec les réductions pour les musées, pour les activités, pour plein de trucs. Il y a une liste de restaurants pour manger traditionnel, il y a une liste de cafés pour boire juste un verre l'après-midi, ou pour sortir le soir avec les rooftops. Il y a toutes les activités à faire gratuitement. Il y a plein de choses. Il y a quelques trucs qui sont gratuits quand même en Norvège. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Donc je vous ai regroupé toutes ces infos-là dans un e-book qui est en vente sur mon site internet. Un petit conseil pour moins dépenser par rapport au budget nourriture, c'est d'utiliser l'appli Too Good To Go. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, lors de mes dernières vacances à Pâques, je vous avais fait des petites stories et j'avais pris des photos pour vous montrer ce que j'avais récupéré dans le sac Too Good To Go que j'avais essayé. Je connaissais l'application évidemment, mais je l'utilise pas beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et du coup, là où j'étais en vacances, il y avait une petite boutique qui faisait des sacs comme ça, qui donnait à la fin
des heures d'ouverture du magasin. J'ai essayé et très honnêtement, c'était très intéressant. Je sais que je vous ai posé la question et vous êtes plusieurs à m'avoir répondu que vous aviez essayé, mais que vous aviez été déçus, etc. Moi, j'étais en vacances là, donc c'était assez cool parce qu'on a eu des produits différents, on a pu essayer plein de trucs, mais par rapport à ce qu'il y avait dans le panier, j'ai essayé de faire le calcul de ce que ça coûtait à peu près et ça valait vraiment le coup. C'est un panier que j'ai payé dans les 30 couronnes, un truc comme ça, 30 ou 35 couronnes. Donc dans les 3 euros, 3-4 euros. Et j'ai fait le calcul de ce qu'il y avait dedans. Et il y en avait pour au moins 400 couronnes. Donc au moins pour 30-40 euros, je pense. Il y avait de la viande, il y avait des légumes, il y avait des fruits, il y avait du pain. Enfin, franchement, je trouve que ça valait le coup. On a pu se faire des sandwichs, faire le petit-déj avec et faire au moins 2 repas. Donc c'était vraiment très très cool. Le seul problème avec Too Good To Go, et c'est la raison pour laquelle je ne l'utilise pas quand je suis chez moi le reste de l'année, c'est que c'est le cas partout, mais peut-être en France et peut-être dans certaines villes, je sais pas, peut-être qu'à Paris c'est plus souple. À l'époque où j'étais à Paris, je ne l'utilisais pas. Mais l'inconvénient de cette application, c'est que du coup, il faut aller chercher les paniers en fin d'horaire d'ouverture de magasin, ce qui est normal, hein, parce qu'ils vendent les invendus, c'est les restes. Mais en Norvège, le problème, ce qui est un problème, mais ce qui est plutôt cool aussi, c'est que les magasins restent ouverts très tard. La plupart des magasins ferment entre 22h et minuit pour les magasins alimentaires. Donc ça veut dire que les sacs Too Good To Go sont allés à chercher à la fin de ces horaires d'ouverture-là. Il y a un créneau entre 10 minutes et un quart d'heure. Et c'est très souvent entre 22h, 21h30 et minuit. Donc c'est quand même assez tard. Moi, j'ai pas quand je suis du matin au boulot, je me lève à 5h. Donc j'ai absolument pas envie de ressortir à minuit pour aller chercher un sac avec du pain. Donc c'est un petit peu l'inconvénient de l'appli, c'est que les horaires sont quand même pas très flexibles. Alors ça dépend, hein, encore une fois. Il y a plein de boutiques différentes qui sont dans cette application-là. Il y a des magasins qui vendent de tout, il y a des boulangeries, il y a des pizzerias, il y a des restaurants aussi qui vendent des restes. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Il faut regarder en fonction de là où vous êtes. Et c'est pour ça justement que j'avais voulu essayer en vacances. Je me suis dit peut-être ça va être différent. Et effectivement, il y avait une petite boutique Joker à côté de là où on était et qui fermait plus tôt. Du coup, là, c'était cool. Je crois que j'étais allée chercher le sac à 19h30 ou un truc comme ça. Donc là, c'était plutôt pratique. Et finalement, c'est quelque chose que j'utilise que quand je suis en vacances dans les petites supérettes parce qu'autour de chez moi, ça marche pas trop. Et aussi, autour de chez moi, il y a beaucoup de stations-service qui vendent des sandwichs ou des croissants ou beaucoup de viennoiseries. Donc c'est vrai que moi, ça m'intéresse pas trop parce que j'en mange pas beaucoup. Donc là, ce qui est intéressant, c'est vraiment avec les magasins qui vendent des restes alimentaires. Et ce qu'il y avait dans le sac, c'était pas des choses périmées, hein, c'était des articles qui avaient encore un jour ou deux de date. Je sais qu'à Oslo, c'est une application qui fonctionne vraiment très bien. Il y a plein de choix dans les grandes villes en général, à Bergen aussi, et puis même dans des petits coins, hein, comme où là j'étais en vacances, ça fonctionne très bien. C'était très bon, les produits étaient bons, étaient frais. Donc c'est une petite astuce pour moins dépenser que je vous recommande. Je vais vous reparler d'un point qui a été abordé dans les précédents podcasts, dans la série de 3 épisodes avec Agathe, qui a sorti son livre Find Your Norway. Mais peut-être, encore une fois, il y a des auditeurs qui écoutent cet épisode et qui n'ont pas écouté les épisodes sur Agathe, donc je reprécise un petit peu. Je reçois très souvent des questions de votre part où vous me demandez quelle est la meilleure période pour venir en Norvège. Et avec tout ce qui se dit maintenant, etc., parce que il y a eu beaucoup d'articles, de sujets là-dessus sur les gros rushs touristiques de l'été en Norvège et sur le fait qu'il y avait vraiment de plus en plus de monde et que ça pouvait devenir problématique. Vous me posez aussi beaucoup la question comment éviter un petit peu le rush touristique et où aller.
Petite anecdote pour ceux qui ne connaissent pas la Norvège, qui ne sont jamais venus, il y a un tour assez typique que l'on fait, enfin que je faisais en tout cas en tant que guide avec les tours l'été, c'est entre Oslo et Bergen, à travers les fjords, et en passant par des petits villages typiques tels que Flåm ou Garanger, qui sont au cœur des fjords, donc c'est de là qu'on part faire des tours en bateau dans les fjords. Encore une fois, comme on le disait avec Agathe dans les épisodes précédents, il y a une raison pour laquelle ces endroits sont très touristiques et sont très populaires, c'est que c'est magnifique. Donc je comprends tout à fait que vous ayez envie d'aller là-bas. Simplement, il faut être préparé au fait que l'été, pendant le rush touristique, ça peut être très décevant et très problématique d'aller là-bas. Alors déjà, le rush touristique, c'est quand ? Le rush touristique, c'est en gros, c'est juin-juillet. C'est pour ça que dans les épisodes sur le printemps, je vous recommandais d'y aller un petit peu plus tôt si jamais vous pouvez éviter les vacances scolaires. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, hein, évidemment. Si vous avez des enfants scolarisés, vous êtes bien obligé de partir pendant les vacances scolaires, donc là vous n'avez pas le choix. Donc il y a des petites astuces aussi que je vais vous donner après. Mais voilà, les recommandations, c'était d'essayer de partir un petit peu avant ou un petit peu après, parce que la rentrée en Norvège, c'est mi-août, c'est début août, mi-août. Donc le mois d'août, c'est pas du tout un mois de vacances, hein. Pour la Norvège, c'est vraiment juin-juillet. Donc ça veut dire que le mois d'août, c'est déjà beaucoup plus calme. Donc si comme c'est un mois de vacances tout à fait normal en France, ça peut être carrément une bonne option de venir en août, parce qu'il y aura un petit peu moins de monde. Et puis jusque fin août et début septembre, c'est encore tout à fait possible de venir visiter la Norvège. On a en général des mois de septembre très doux. Début septembre, effectivement, à partir de mi-septembre, ça commence à être la transition, il commence à en faire un tout petit peu plus frais. Les nuits commencent à arriver un petit peu plus tôt, et puis on sent vraiment la transition arriver vers l'automne. Mais très honnêtement, on a très souvent des très beaux mois de septembre. Je me rappelle encore très bien de l'année où on est arrivé, on était en train de retaper une maison pour l'école de musique qu'on avait, et j'ai retrouvé une photo du mois de septembre, fin septembre, le 27, on était dehors, il faisait 28 degrés je crois, on était en t-shirt et tout, il faisait super beau. Donc ne pensez pas que le mois de septembre en Norvège c'est déjà l'hiver, quoi, hein, c'est pas du tout le cas. Et donc, en cette période de rush, c'est vrai que la Norvège, depuis quelques années, est un peu victime de son succès. Et le problème, c'est que c'est vrai que la région des fjords, il y a des endroits magnifiques, vraiment très beaux. Je vous prépare des épisodes avec des gens qui sont spécialistes d'autres régions de Norvège que les fjords, et qui sont des endroits mais juste sublimes. Donc j'espère que j'arriverai à vous donner envie d'aller aussi visiter d'autres coins de Norvège, mais je comprends tout à fait qu'on ait envie de venir voir les fjords dans les endroits les plus connus, surtout si c'est son premier voyage en Norvège. C'est ce que j'ai fait moi-même, hein. Je suis venue, j'ai fait ce tour-là, hein, entre Oslo et Bergen pour mon premier voyage, donc c'est pas du tout une critique. C'est juste pour vous préparer à ce que vous pouvez éventuellement rencontrer quand vous allez être en Norvège à cette période-là. Là, je fais plus le travail de guide cette année, et puis les 2 années de la pandémie, il n'y a rien eu. Donc là, ça fait 3 ans que je l'ai pas fait, mais je l'ai fait pendant 5 ans. Et en 5 ans, j'ai vu la différence en fait entre le début de quand j'étais guide et la fin. Il y avait vraiment une différence, il y avait beaucoup plus de monde. Et le problème, c'est que c'est des endroits qui sont... pour ceux qui y sont déjà allés, vous voyez très bien ces images. Je prends toujours l'exemple du village de Flåm, qui est vraiment au cœur des fjords. Et ce village, il est tout petit, tout minuscule, enfin c'est vraiment un village quoi. Il y a une petite boutique, il y a rien du tout, il y a trois magasins, enfin il y a des grosses boutiques touristiques, mais je veux dire des boutiques genre d'alimentation et tout, il y a une boulangerie, il y a une petite rue centrale avec pas mal de boutiques, mais c'est vraiment très petit, c'est juste ça quoi le village. Donc du coup tout le monde va là-bas, les agences de voyage du monde entier envoie des bus et des bus et des bus et des bus là-bas, et c'est du délire. Et il y a une année,
où j'étais guide avec un tour, mais c'était un tour un peu différent. C'était pas un gros tourbus. J'étais pas, parce que quand je suis guide dans les gros tourbus, je peux être toute seule pour une cinquantaine de personnes. En général, on a entre 30 et 50 personnes à charge tout seul. Mais là, c'était un petit tour avec un tout petit groupe. Je crois qu'on était une dizaine. Et on faisait une partie du tour en transport et en minibus, donc c'était vraiment un fonctionnement différent. Et on a fait un tour en bateau dans les fjords à partir de Flåm. Et après, on avait un peu de temps libre et du coup, je demande au groupe, je dis qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on reste un petit peu ici? Est-ce qu'on part maintenant et qu'on s'arrête sur la route? Ou est-ce qu'on part maintenant et qu'on trace plus tôt? Parce que je sais plus si on allait à Bergen après. Et qu'on passe un peu plus de temps à Bergen, etc. Et le groupe, ils m'ont coupé la parole et ils m'ont dit mais on se casse, c'est pas possible, on n'en peut plus là. Enfin, c'est pas. Ils ont pas aimé la promenade dans les fjords sur le bateau parce que c'était rempli de monde et ça crie dans toutes les langues. Il y a toutes les nationalités avec les guides qui crient un peu à leur groupe et tout ça. Et quelquefois, les gens sont déçus parce que si vous vous attendez à faire une promenade en bateau avec le bruit des oiseaux, avec le bruit des vagues, et être au calme et admirer le paysage autour de vous, si vous venez en juin ou en juillet, je vous assure que ce ne sera pas ça. Hein. Entre les groupes qui crient sur le bateau, plus le bruit du moteur du bateau, etc., c'est quand même pas ce qu'on voit dans les vidéos sur Internet. Et d'ailleurs, petite recommandation, si jamais vous y allez quand même, que vous allez à Flåm et que vous faites une balade en bateau dans le fjord, je vous recommande de prendre le nouveau bateau électrique qui s'appelle Vision of the Fjord. Et vraiment, ça change tout. J'ai fait, moi avec les groupes, on prend tout le temps les autres bateaux, les bateaux à moteur classiques. Et quand je suis allée avec mes parents à Flåm il y a 3 ans et que je leur ai fait faire la visite, on a pris le bateau électrique et très honnêtement, ça change tout. Parce que là, du coup, déjà, on n'a pas le bruit du moteur, on n'a pas la fumée, on n'a pas l'odeur, parce que c'est des vieux bateaux, sinon, avec quand on est en haut sur la plateforme pour aller voir le point de vue, on a la cheminée avec la fumée, avec la vieille fumée noire du bateau là qui sort, donc ça sent pas bon et tout. Donc c'est vrai que sur le bateau électrique, c'est quand même une autre expérience. C'est évidemment un tout petit peu plus cher, mais honnêtement, je vous recommande ce bateau. Donc voilà, faut juste être préparé que dans les petits villages comme ça qui sont pas faits pour accueillir autant de monde, hein, c'est vraiment victime de son succès quoi. Donc le village de Flåm, à Garanger aussi, Garanger et Helsilt, les deux villages qui sont au bout du fjord, du Garanger Fjord. C'est à Bergen aussi, ça peut être un peu quand vous allez sur les quais là, dans la vieille ville, à Bryggen. C'est pareil, si vous voyez des photos sur internet avec un touriste qui est tout seul au milieu de ces magnifiques allées en bois à l'ancienne, de l'époque des Hanséates, etc. C'est vraiment très très beau. Sauf que en plein rush touristique, il y a tellement de monde dans ces petites rues-là qui font, je sais pas, 2 mètres de large, que bah, du coup, le bois, vous le voyez pas en fait. Donc, il faut un petit peu être préparé à ça et essayer de décaler votre séjour si vous pouvez éviter vraiment ce rush touristique-là. Et sinon, autre recommandation, eh bien, c'est d'essayer d'aller un petit peu ailleurs, d'aller un petit peu autour. Par exemple, pour les randonnées. Pareil, comme on le disait avec Agathe dans le podcast, sur son livre, il y a certaines randonnées en Norvège qui sont très populaires, comme Trolltunga, Preikestolen, Besseggen, toutes ces randonnées-là, en fait, si vous les faites l'été pendant le rush, vous allez être à la queue leu-leu, les gens sont les uns derrière les autres. Vous pouvez chercher des photos sur internet, hein, vous verrez, c'est pas... je n'en rajoute pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit. Si vous cherchez vous-même, vous verrez très bien. Et surtout, ce qu'on ne voit pas, et ça on en parlait avec Agathe dans le côté FOMO, Fear of Missing Out, dans la peur de manquer et qu'on veut tout faire et on veut faire toutes les promenades les plus connues, etc. C'est que quand vous arrivez à la fin de la promenade et que vous arrivez au point de vue,
eh ben, il y a 1 heure d'attente à la queue leu pour accéder à la plateforme du point de vue pour pouvoir faire sa photo. Donc, je trouve que ça enlève tellement du charme de la Norvège et je pense que si vous écoutez ce podcast et que vous aimez la Norvège et que vous avez l'intention de venir en Norvège, c'est pas trop le genre d'expérience que vous recherchez. Donc, évidemment, on n'est pas toujours... je dis souvent quand je vous parle de la Norvège que c'est super parce qu'il n'y a personne, on est tout seul au milieu de nulle part, etc. Mais ça, c'est le genre d'expérience qu'on peut avoir quand on vient plus longtemps ou quand on y vit. Mais c'est vrai que si vous venez sur une période plus courte, vous allez aller dans les endroits les plus touristiques, et ce qui est normal parce que ce sont les endroits les plus beaux. Donc du coup, il faut être un petit peu préparé au fait que vous n'allez pas forcément avoir ce côté je suis tout seul au milieu des fjords et c'est trop beau, quoi. Alors je sais que ce message peut paraître un peu bizarre ou décourageant. En tout cas, c'est vraiment pas le cas. C'est juste que j'aimerais tellement que vous puissiez avoir une expérience de votre premier voyage en Norvège ou du deuxième ou du troisième, mais vraiment génial et comme moi je l'ai eu et ce qui m'a fait tomber amoureuse du pays, que j'essaye de vous expliquer un petit peu comment c'est. Donc c'est pas du tout pour vous décourager et pour vous faire peur de venir dans ces endroits-là, mais juste d'essayer de répartir en fonction du temps, si vous pouvez décaler un petit peu votre séjour, et si vraiment vous n'avez pas le choix et que vous allez venir pendant ces périodes de rush, essayez de faire le moins de choses possible vraiment dans les coins très 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 touristiques, et ça vous empêche pas d'y passer, mais essayez d'élargir un petit peu votre circuit, et puis essayez d'aller un petit peu dans les endroits qui sont un tout petit peu moins connus, qui sont autour, et où quelquefois c'est tout aussi beau. Si vous voulez des infos pour faire un trip un petit peu classique justement entre Oslo et Bergen, en passant par les fjords, alors là je vous ai donné un petit peu avant un petit peu les contre-indications juste pour vous mettre en garde et pour vous prévenir de comment ça peut être, parce que je voudrais pas que vous veniez en Norvège et que vous soyez déçus, mais c'est vrai que j'ai un peu donné du coup tous les inconvénients, mais évidemment que c'est sublime d'aller là-bas et que c'est pas du tout une contre-indication, hein. Je vous dis pas qu'il faut pas aller dans ces coins-là, simplement juste en essayant d'adapter un petit peu les circuits. En tous les cas, si vous cherchez des infos sur ce circuit et par où passer et que faire entre Oslo et Bergen pour aller voir les fjords, j'ai fait un e-book à ce sujet. Je vais pas vous donner beaucoup plus de détails dans cet épisode parce que je ferai un épisode à part entière dans lequel je vous parlerai de ce circuit. Mais voilà, vous pouvez trouver le e-book sur mon site. Pour cet épisode, j'avais lancé aussi un appel aux questions et vous m'avez envoyé pas mal de questions très intéressantes. Alors, il y a Elsa qui m'a demandé « Qu'en est-il des moustiques ?» Alors ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Très honnêtement, je pense que j'aurais peut-être oublié de vous en parler si j'avais pas reçu cette question-là. Alors, les moustiques. Les moustiques, c'est un sujet parce que j'ai l'impression que c'est pas toujours expliqué au juste terme, c'est-à-dire que j'ai déjà entendu des touristes qui me disaient qu'ils avaient été tellement mis en garde contre les moustiques en Norvège, comme quoi c'était de la folie furieuse, enfin que c'était un gros délire, un gros problème, qu'ils avaient carrément considéré annuler leur voyage et tout. Et je pense qu'il y a des agences touristiques qui... Enfin, pas que je pense, c'est sûr, c'est que les gens qui travaillent dans les agences touristiques, ils connaissent très souvent pas les pays dans lesquels ils envoient les gens. Et quelquefois, ils disent honnêtement des grosses bêtises. Donc faites attention à ce que vous lisez aussi dans les prospectus si vous achetez un voyage organisé, je sais pas, dans les grandes surfaces ou dans les grosses agences qui font des voyages dans le monde entier. Quelquefois, ils prennent un peu les infos
qu'ils trouvent. C'est pas toujours très juste. En tout cas, le coût des moustiques, enfin moi ça m'a choquée parce que ça fait maintenant plus de 12 ans que je voyage en Norvège et ça fait 7 ans et demi que j'habite ici et j'ai jamais trouvé que les moustiques c'était un problème plus qu'ailleurs. Alors il y en a, c'est sûr, plus à certains endroits que d'autres, évidemment, mais je dirais que c'est partout le cas. C'est comme en France, évidemment, si vous allez autour d'un lac, autour d'un marécage, autour de zones humides, bah oui, dans la forêt, vous allez avoir des moustiques. Oui, d'accord, ok. Mais dans le reste du pays, c'est pas spécialement un problème. Il y a quelques zones qui sont réputées pour avoir un petit peu plus de moustiques, mais en tout cas, c'est sûr que si vous faites du camping autour des fjords, oui, c'est des zones d'eau, c'est des zones humides, et le soir, ça se rafraîchit, donc c'est vrai que les moustiques, ils aiment bien. J'ai pas l'impression que ce soit un problème plus qu'ailleurs. Moi, quand j'étais petite, je faisais du camping en montagne avec mes parents, et on avait des moustiques aussi. J'étais dans les Alpes, très honnêtement, je vois pas de grosses différences par rapport à la France. Donc oui, il y a des moustiques. Prévoyez effectivement des sprays ou des répulsifs où ça marche très bien, les bougies, on vend plein de bougies là dans les espèces de foire-fouilles ou dans les magasins de bricolage, des bougies ou des petites flamèches en tissu à la citronnelle, etc. Ça marche vraiment très bien, mais en tout cas voilà, n'ayez pas une inquiétude démesurée pour les moustiques en Norvège. Et du coup ça m'amène aux tiques, qui, par contre, c'est un problème un petit peu plus conséquent en Norvège. C'est vrai que dans les coins de forêt, il y a beaucoup de tiques. Je me suis jamais fait piquer par une tique, mais j'ai entendu beaucoup de gens qui avaient été embêtés avec ça. Les gens qui ont des animaux, c'est vraiment un truc auquel il faut faire attention. Il faut vraiment inspecter son animal de partout quand on rentre après une balade en forêt. Et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de gens qui ont été piqués, qui ont pu avoir des petits soucis après, etc. Donc c'est vrai qu'il y en a. Moi, ce que je recommande, c'est que... Alors, je crois qu'il existe un vaccin contre les maladies que les tiques peuvent propager, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est... genre recommandé ou indispensable avant de venir en Norvège, il faut simplement faire attention. Et dans les recommandations, c'est que quand vous allez vous promener, pas forcément faire une grande rando, hein, encore une fois, mais quand vous allez vous promener, marcher sur des chemins un petit peu en sous-bois ou des sentiers, mettez des pantalons, mettez des pattes longues, ne partez pas en short. Moi, je pars jamais en short parce que je suis très sensible aux feuilles. Si je touche à un arbuste un peu irritant, un peu piquant, je vais vite être rouge. Donc c'est vrai que moi, je pars toujours en pantalon et idéalement de faire bien monter ses chaussettes en dessous ou idéalement d'avoir un pantalon un petit peu serrant. Type legging de sport ou un pantalon qui se resserre en bas ou qui est stretch, et de venir mettre ses chaussettes au-dessus du bas du pantalon, au-dessus des chaussures, sous les chaussures de randonnée. Donc c'est clair que c'est pas classe, mais c'est pas que c'est pas classe, c'est que c'est pas forcément sexy, mais ceci dit, un beau petit look de randonnée, bah moi je trouve ça chouette. Si vous suivez des blogueurs qui font des randonnées en Norvège, partout, vous verrez, tout le monde a ce look, hein, avec les chaussures montantes de randonnée, avec les chaussettes qui montent bien haut au-dessus, et quelques-uns sont en short, mais la plupart sont quand même en pattes longues. Donc ça, c'est quand même la recommandation. Et puis d'avoir aussi toujours avec soi un petit gilet fin, un petit sweat ou une petite polaire fine à venir remettre sur les bras si jamais on passe dans un endroit où il y a des branchages, où on peut se blesser un petit peu, et si on passe aussi quelquefois à travers un petit peu des nuages d'insectes où il peut y avoir des moustiques. Dans tous les cas, comme je l'ai dit dans le passage sur les vêtements, etc., je vous recommande pas de toute façon de partir vous promener, encore une fois, même si c'est pas pour une longue randonnée, hein, mais même pour une petite marche. Moi j'ai toujours mon sac à dos
avec moi et j'emmène toujours des manches longues, un peu d'eau, enfin voilà, vraiment l'équipement indispensable. Et ça, je l'emmène même si on part de la voiture et qu'on va faire 10 minutes de marche pour aller voir une cascade, j'emmène toujours parce que c'est arrivé plein de fois qu'on arrive à la cascade qui était censée être à 10 minutes de la voiture, mais qu'en fait le chemin il continue, puis en fait il y a une rando après derrière qui amène dans un truc de ouf où c'est trop beau, on veut continuer, du coup faut retourner à la voiture pour chercher le matos et tout. Moi je pars toujours avec mon sac équipé. Il y a Claire qui me demande quand commence le soleil de minuit et combien de temps il dure. Alors ça, j'y ai répondu au début de l'épisode quand je vous ai donné les temps d'ensoleillement et par rapport à Oslo et à Tromsø. Donc simplement, en petit rappel, le soleil de minuit, la définition, c'est que vraiment le soleil ne se couche pas, ne descend pas sous la ligne de l'horizon. Il descend, il s'en rapproche, mais il va pas en dessous et il remonte. Donc c'est vraiment ça la définition du soleil de minuit. Et le vrai gros soleil de minuit, moi je l'ai expérimenté pour la première fois il n'y a pas si longtemps. C'était il y a pas si longtemps, je pense avant la pandémie du coup, parce que j'ai pas bougé depuis. Mais c'était au dernier tournage que j'avais fait comme fixeuse avant le Covid, donc il y a 3 ans. Et c'était vers le Cap Nord. Et c'est vrai que c'est assez perturbant. Et là, pour le coup, en plus, il était tard. C'était je crois que c'était même le dernier jour de tournage. Et on repartait du Cap Nord et c'était dingue, c'était fou parce que, ouais, il était vraiment minuit, quoi. Il était minuit et le soleil, il était là, on le voyait. C'est fou. Et la lumière, en plus, c'était dingue. C'était un peu parce qu'il était bas quand même, donc. C'est vraiment comme un coucher de soleil, c'était rouge et tout, c'était vraiment sublime. Donc c'est vrai que ces lumières-là, il faut pas que vous vous imaginiez que le soleil de minuit, dans les zones où il y a le soleil de minuit, donc au-delà du cercle polaire, hein, c'est ça la zone géographique dans laquelle vous pouvez trouver le soleil de minuit. Donc le cercle polaire en Norvège, il passe à peu près à 350 km en dessous de Tromsø. Il ne faut pas vous imaginer que c'est jour, grand jour, tout le temps en fait. Hein. Il y a vraiment une baisse de luminosité avec le soleil qui descend et où on a l'impression qu'il va se coucher, on a l'impression qu'il va se coucher, mais non, il se couche pas, hop, il remonte. Et avec la luminosité qui change et avec des ciels de fou, donc c'est vrai que si vous aimez ce genre de paysage, pour prendre les photos et tout, c'est juste magnifique, c'est une expérience assez incroyable. Et il y a Cécile qui me demande est-ce que c'est pas trop perturbant le rythme du soleil sur notre corps? Alors ça c'est une très bonne question. C'est pareil, j'en ai déjà parlé un petit peu dans quelques épisodes. Et c'est vrai que c'est perturbant. Encore une fois, moi je trouve que c'est presque plus perturbant l'été d'avoir un peu du jour comme ça en permanence. Par rapport à l'hiver où je reçois souvent la question est-ce que c'est pas trop dur le manque de lumière? L'hiver, ça se fait ressentir évidemment. Hein. À la fin de l'hiver, on a vraiment hâte que les journées rallongent et que ça change. Mais c'est vrai que l'été, c'est perturbant. C'est vrai que c'est perturbant pour plein de choses. Déjà pour le rythme du sommeil, parce que du coup, quand il fait pas nuit, on n'a pas envie d'aller se coucher. Donc, ce qui est chouette, par contre, c'est que l'été, on fait plus de trucs. Parce que après manger, on ressort plus facilement, on va se promener, on fait plein de trucs et tout. Alors que l'hiver, quand il fait nuit, on est un peu plus facilement en mode cocooning, on va lire, on va regarder un documentaire ou rester à la maison tranquillement. Donc ça a un rythme sur le sommeil, d'autant plus que si vous venez en Norvège, que vous louez un logement ou que vous êtes à l'hôtel, il y a quand même beaucoup de logements où il y a des tout petits rideaux fins. Alors dans les grosses chaînes d'hôtels, maintenant quand même, dans les Ton Hotel ou dans les gros Radisson, etc., maintenant il y a quand même des gros rideaux bien épais, bien occultants, donc ça c'est cool. Mais c'est pas partout, hein. Si vous allez dans les coins un petit peu atypique avec des petits hôtels de montagne, etc. Quelquefois, le rideau, c'est une blague. Hein. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va mettre un rideau,
mais ils ont mis un rideau, c'est un voile quoi. C'est un voile transparent, donc je vois pas ce qu'ils ont pensé que ça pouvait occulter, mais ça n'occulte pas grand-chose. Et aussi, ce qui est drôle des fois, c'est que le rideau, il est plus court que la fenêtre. Donc soit en longueur, soit en largeur. Alors des fois, c'est... Honnêtement, des fois, j'ai tiré le rideau, j'étais devant comme ça, je m'interrogeais, je disais, alors, d'accord, c'est... Ok, pourquoi pas. Mais du coup, si vous êtes un peu sensible à la lumière, vraiment emmenez avec vous un loup pour pouvoir dormir et vous couvrir les yeux. Enfin, si vous supportez, hein, ceci dit, parce que moi, je ne supporte pas. Je peux pas dormir avec ça sur la tête. C'est impossible, donc je préfère avoir du mal à m'endormir parce qu'il fait jour plutôt que d'avoir ça sur la tête. Donc c'est encore un autre truc auquel il a fallu que je m'adapte. Mais effectivement, ça joue sur le rythme du sommeil. Et ça joue aussi, en tout cas pour moi, quand je l'ai expérimenté, que ce soit au nord quand je suis allée l'hiver et que j'avais un manque de soleil, ou ici quand je suis au sud de la Norvège, que je n'ai pas le soleil de minuit vraiment parce que le soleil se couche, mais qu'on a quand même très très peu d'obscurité et que la nuit n'est plus noire pendant plusieurs mois, eh bien je trouve que ça a un impact aussi sur le rythme alimentaire. Parce que si vous allez écouter l'épisode que j'ai fait sur le déroulement d'une journée en Norvège où je vous parle du rythme alimentaire, les Norvégiens ne mangent pas au même rythme que les Français. Je vous renvoie vers cet épisode, je ne vais pas tout vous raconter. Mais en tout cas, je trouve que du coup, on mange plus tard, forcément. C'est un peu le cas en France aussi, hein. On mange toujours un petit peu plus tard en général. L'été que l'hiver. Mais ici, c'est vrai que c'est tellement flagrant le soleil qui est très présent que du coup, le côté se poser à table pour préparer le repas, si c'est le week-end, quand on se dit tiens, c'est l'heure de l'apéro et tout ça, du coup, c'est plus tard, quoi. C'est vraiment plus tard. Il y a une grosse différence entre l'été et l'hiver. Donc oui, la lumière a un impact sur le rythme du corps. Et j'avais reçu aussi une question de John qui me demandait à quelle heure faire les balades pour ne pas être avec tous les touristes. Alors là c'est pareil, je vous renvoie encore une fois vers les épisodes, les 3 épisodes d'avant avec Agathe. Je vous renvoie beaucoup vers ces épisodes-là parce que c'est vraiment 3 épisodes qui sont aussi sur l'été en Norvège. On a parlé aussi un petit peu de l'hiver, mais on a beaucoup parlé de ça, comment éviter les touristes, etc. Donc je vous invite à aller les écouter. Mais pour répondre à John dans cet épisode, en gros, le conseil, c'est de partir en décalé. Alors encore une fois, c'est pas possible pour tout le monde, hein. Si vous avez des enfants, vous êtes un petit peu obligé de faire les randonnées dans le créneau standard, je sais pas moi, entre 10h et 17h, un truc comme ça. Mais, et ça dépend aussi de si vous êtes en mode camping et que vous campez dans un camping ou près de votre voiture, ou si vous êtes à l'hôtel ou en logement. Et une grosse différence si vous êtes en mode bivouac. Parce que si vous êtes en mode bivouac, là, vous pouvez partir en décalé, c'est-à-dire que vous pouvez partir en milieu d'après-midi, par exemple. Donc vous allez faire la montée vers le point de vue au moment où tout le monde redescend. Et vous pouvez bivouaquer en haut de la randonnée, par exemple, passer la nuit là-haut, et redescendre le matin, et là vous allez croiser tous ceux qui montent et vous redescendrez. Donc ça peut être un très très bon moyen de faire les promenades en décalé. Par contre, il faut bien que vous fassiez attention au côté météo, donc utilisez l'appli de la météo norvégienne qui s'écrit YR. Vous pouvez taper tous les noms de villes, tous les noms de petits villages, et surtout, si vous faites une randonnée en montagne et que vous allez bivouaquer en altitude, tapez le nom du sommet et regardez quelle météo il va faire en haut, parce qu'il y a vraiment quelquefois beaucoup de différences de climat, de température, de vent entre le bas de la randonnée et le haut de la randonnée, même si vous n'avez pas un très très gros dénivelé. Mais quelquefois, avec juste 300 ou 400 mètres de dénivelé, il y a une grosse différence. Et vous pouvez très bien partir en bas de la randonnée, il fait super beau, il fait super chaud, donc vous partez en t-shirt, en short, tranquille, et vous arrivez
En haut, il y a de la neige, hein. C'est tout à fait possible. Donc ça, faut bien y être préparé et emmener bien tout l'équipement pour faire votre randonnée en mode vraiment safe. Retrouvez la suite et fin de cet épisode en bonus sur la page Patreon. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif ainsi qu'à d'autres contributions à partir de 2 € par mois. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt!